Mesdames, messieurs, Hell in a Cell 2020, un pay-per-view qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, hein. La mallette verte, la cage rouge, les cheveux bleus de Sasha Banks, les tenues noires et blanches de Banks, Bayley, de Reigns, de Jey Uso, le tout dans un show sponsorisé par Skittles. Là, je dois dire que j'en ai vu de toutes les couleurs hein, dans ce show, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, un show de 3 heures. Donc, allez, limite, mais maintenant c'est 2h30, 3h, c'est le tarif habituel. Évidemment, ils ont rajouté des matchs, hein, des impromptus à la dernière minute, hein, comme d'habitude. Et, comme on pouvait s'y attendre, un match de kick-off. On va sans plus attendre l'évoquer tous ensemble et le reviewer. C'est le R-Truth contre Drew Gulak. Et oui, le titre 24/7 donc qui va être défendu dans ce match de kick-off. Ouais, ça donne vraiment pas envie, hein. Vraiment pas envie. Voilà, donc là, pour cette vidéo, je vous ai mis directement les notes sur les visuels. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, bon comme vous pouvez le voir, hein, un 3/4. Il n'y a pas eu grand chose. Le match a duré 5 minutes 25. Et R-Truth s'est imposé avec un jackknife pin hein, pour contrer un pin de Gulak, quoi. Voilà, il a été plus malin, tout simplement. Bon, il y a eu un petit jeu de mime de la part de Gulak là, qui s'est amusé avec Little Jimmy et à la fin il a fait un shoot dans le bébé et ça a énervé R-Truth qui s'est jeté sur lui et puis voilà, un petit travail à la jambe de Gulak, mais il n'y a pas grand chose d'autre à signaler. Un match vraiment très banal et qui était court, donc il n'y a pas grand chose d'autre à raconter. Voilà, donc conservation de Truth. À noter qu'après le match, Akira Tozawa et Dorado et Metallic qui étaient en train de courir là sur le ring. Ils ont essayé peut-être de s'en prendre à R-Truth, mais bon, R-Truth était déjà barré. Mais ils ont continué à le poursuivre. R-Truth s'est barré et Gulak, lui, il était encore sur le ring. Il est arrivé près du panel, il a pris le micro et il a juste dit Truth, your childhood hero, John Cena, sucks. Voilà, John Cena, ton héros d'enfance, sucks. Il craint. Voilà, parce qu'effectivement, R-Truth, comme d'habitude, il a mimé les moves favoris de Cena, hein, il les a repris sur le ring, hein, voilà, le powerbomb, le you can see me, le 5 knockout shuffle, tentative de attitude adjustment, voilà, donc comme d'habitude, hein, R-Truth nous fait du Cena, donc peut-être Drew Gulak contre John Cena à WrestleMania 37, ah ça donne envie, hein. Bon voilà, mais ça me désole pour Drew Gulak, hein, qui était un excellent catcheur, qui est très sous-estimé, voilà, si vous voulez... Si vous avez raté un peu Top 5 Live, je vous invite à vous replonger un peu dans les archives et vous verrez ce que faisait Drew Gulak quand il était champion. C'était quand même autre chose. Son booking était quand même largement meilleur et Gulak montrait bien plus l'étendue de ses talents. Anyway, allez, on va passer tout de suite à la carte principale avec un match qui pouvait déjà surprendre puisque c'était déjà le match comptant pour le Blue Universal Championship entre Roman Reigns, The Tribal Chief, et Jey Uso dans un Hell in a Cell I Quit match. Voilà, rien que ça. Donc j'étais surpris puisque ce match aurait tout à fait pu être le main event. Donc j'étais très surpris. Je me doutais que ça allait être un Hell in a Cell match qui allait commencer puisque il y en avait quand même 3 de prévus. Donc je me disais bien qu'ils allaient les étaler, hein, un au début, un au milieu et à la fin. Mais je voyais plus le match féminin pour ouvrir le show. Bref. Alors le match était très long, hein, il a duré 29 minutes 06, hein, plus exactement. Ils ont laissé largement le temps, hein, on pouvait s'en douter, hein, avec 3 matchs in a Cell, avec une carte légère, il y avait vraiment la place pour raconter les choses. Par rapport à SmackDown, hein, puisque évidemment dans ma vidéo pronostic j'avais pas encore vu le SmackDown qui allait suivre, où Roman Reigns a expliqué un peu plus en détail les enjeux, hein, les fameuses tribal consequences. Il a dit, c'est simple, si moi je perds, hein, Roman Reigns, s'il perd, moi j'abandonnerai tout, je ne serai plus le chef de tribu, je serai plus le visage de la WWE. Voilà, je ne serai plus celui qui sera le head of the table, qui siégera à table, enfin qui présidera à table, si on peut dire. Je serai plus au sommet. Voilà, mais je peux vivre avec ça.
Moi je peux partir et vivre avec ça. Mais toi Jay, est-ce que tu le peux? Est-ce que tu pourras vivre avec ça? Parce que si toi tu perds, si tu dis les mots, si tu abandonnes, si tu dis I quit, ce que tu vas faire, hein, je te préviens, tu vas le faire, tu vas abandonner, eh ben là, t'auras deux possibilités. Soit tu me reconnais comme le Tribal Chief, tout simplement, ou soit toi et ton frère là, Jimmy, eh ben toute la famille vous tournera le dos, vous serez excommuniés, vous serez répudiés, vous serez bannis de la famille, que ce soit toi, ton frère, vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants même, your children and your children's children, on vous donnera tous le dos. Tout simplement. Voilà, ce sont vos conséquences. Donc, voilà, c'était un peu un problème à tiroir. En cas de victoire de Reigns, lui, il s'en va, pas de problème. Il a la conscience tranquille. Par contre, si c'est la défaite du Uso, là, il y a la possibilité, soit qu'il le reconnaisse enfin comme chef de tribu, ou alors, carrément, s'il le fait pas, il est renié, lui et son frère. Voilà donc pour les dernières infos et les derniers enjeux avant le match. Donc à noter hein, la tenue noire donc pour Reigns, la tenue blanche pour Jay. Hein, c'était vraiment très manichéen. Hein, c'était un peu à l'image finalement d'une partie d'échecs, hein, puisque c'était un peu une partie d'échecs stratégique, un peu lente, méthodique, et les noirs contre les blancs. Voilà un peu, hein, grosso modo. C'était un peu, ça ressemble au Clash of Champions match, hein, mais c'est toujours un peu dans le même style. Un Reigns qui prend son temps, hein, on le sait bien à l'économie par rapport à sa santé. Il prend pas beaucoup de risques. Hein, il fait 2-3 moves. Après, il se calme. Il rentre plus dans du blabla. Il raconte des histoires. Il parle à Jimmy, enfin à Jey Uso, pardon. Il lui dit les mots. Il répète un peu les mêmes choses. Jey qui dit à Roman que c'est lui qui a changé. Et Roman lui répond non. J'ai changé parce que je devais le faire. Voilà. Et Roman dit voilà, faut me reconnaître, c'est tout. Enfin, c'est toujours le même cheminement. Et voilà, donc Jey a toujours ses petits retours, mais évidemment Roman il est trop fort. Il y a quand même 2 Usos splash consécutifs de la part de Jey, l'arbitre qui lui demande s'il abandonne. D'ailleurs ce qui est bien c'est que pour ces 3 Hell in a Cell match on n'a pas le truc traditionnel avec le micro qui est tendu toutes les 5 minutes là par l'arbitre. Là tout se faisait au micro directement, au micro on va dire les micros qui étaient très très proches, ce qui permettait d'entendre tout, donc il n'y avait pas besoin de tendre les micros, donc je trouvais que c'était bien meilleur comme ça. Donc l'arbitre lui demande s'il abandonne Reigns après les 2 Usos splash, mais il dit une phrase qui m'a fait rire: The head of the table never quits. donc celui qui préside à table, hein, en gros, n'abandonne jamais. Voilà, donc une belle partie comme ça, très méthodique, hein, très storytellé. C'était ce que j'attendais, c'était sûr que ça allait être comme ça. Il y a Jey qui vient chercher quand même un strap. Il y a un échange de coups de fouet, on va dire, avec le strap. C'était plutôt pas mal cette belle bandelette là, des coups qui étaient très marqués, hein, ça fouettait, ça claquait bien. Il y a Jey qui arrive même à étrangler, hein, enfin il a eu un peu de mal au début, hein, il a un peu galéré, il étrangle Reigns avec ce strap, mais il abandonne pas Reigns. Il y a Jey qui essaye de faire une belle utilisation du strap, hein, le tirant, ce qui fait que il peut pas porter son Superman Punch, Reigns. Voilà, des petites choses comme ça qui sont plutôt bien pensées de la part de Jey. Mais Reigns c'est trop fort, hein, petit à petit, et ça devient beaucoup plus tendu, beaucoup plus dramatique, et il lui dit m'oblige pas à monter d'un cran, hein, m'oblige pas à monter to the next level. L'arbitre pourtant lui dit tu peux abandonner Jey, tu peux, hein. Et l'arbitre, Reigns lui dit mais ta gueule arbitre. Mais il se passe rien, donc Jey n'abandonne pas. À ce moment-là, il le tire vers le poteau, il lui fout un drive-by, donc un gros saut chassé sur la gueule. Après, il le replace contre le poteau, il met cette fois-ci des escaliers en fer contre lui, il refait un drive-by, donc là, il lui éclate la tête contre le poteau avec l'aide des escaliers. Là, ça devient de plus en plus dramatique. Jey, évidemment, lui, il ne répond plus, il est aux abonnés absents. Donc là-dessus, c'est Roman pète un câble. Il envoie valser l'arbitre, hein, même carrément par-dessus la 3e corde. Un autre arbitre arrive,
mais il ne se passe rien et on arrive carrément avec tous les officiels, la Pat Buck, Adam Pearce, Jamie Noble, les arbitres, ça devient vraiment l'attroupement autour de Jay et autour de Reigns notamment, hein, de Reigns en particulier, voilà, pour essayer de le calmer. Et puis il vient carrément récupérer encore des escaliers. Bon là c'est un peu ridicule parce que il le propulse pour la partie de la troisième corde, mais il le fait pas assez fort, donc pas assez haut, donc du coup ça lui retombe sur le coin de la gueule. Donc il est obligé de s'y prendre à deux fois. Il remet les escaliers autour du cou là de Jay. Bon vraiment il y a suffisamment d'espace, donc hein, il étouffe pas, hein, mais il lui place les escaliers autour du cou. Il lui redit des mots à nouveau, hein. Là à ce moment-là, il lui dit tout ce que tu avais à faire, c'était de me reconnaître. T'es toujours en train de me tester, hein, je suis l'homme, je suis le tribal chief. C'est comme ça que c'est sérieux, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on est au top. C'est sérieux à ce point-là. Voilà, il n'y a pas de c'est le point de non-retour, quoi. Il y a pas de retour en arrière. Tu comprends pas qui est le chef de tribu. Tu ne comprends pas qui est le chef de tribu. Et là-dessus, il soulève les escaliers, et là, il le menace de l'écraser sur la gueule de Jay, là. Ça va devenir vraiment sanglant. Et évidemment, on s'y attendait tous, Jimmy, finalement, arrive pour recouvrir le corps de son frère. Hein, et là, Jimmy prend donc le relais, et il dit, mais, what's wrong with you? What's wrong with you? Voilà. C'est quoi le problème avec toi, Roman, là? Oh, we can fix this. On peut arranger ça. On peut arranger ça. Et puis là, il va aller loin, il brise le kayfabe, mais il dit à Roman, c'est Josh là qui est couché sur le ring. Donc Josh, parce que son vrai nom, hein, Jey Uso, c'est Joshua. Donc lui, il s'appelle Jonathan, Jimmy. Mais Jey Uso s'appelle Joshua, donc Josh. Et donc il dit, c'est Josh là qui est allongé sur le ring là. Et là, Roman fait on va dire très convaincant, de façon très convaincante, se met à pleurer. Ça devient un moment vraiment dramatique, très bien raconté et très émouvant même. Et donc Jimmy lui demande de le regarder. Look at me, Roman. We know we got you. On t'a compris. Et Jimmy ensuite il dit à Roman, c'est que c'est une affaire de famille, de sang, c'est tout. Voilà. Et du coup, il propose il tend la main à Roman. Et Roman, il est prostré. Il lui tend la main. Donc là, on se dit, bon, ça y est, c'est peut-être, il va peut-être s'excuser, c'est peut-être la fin. Et non, il le surprend avec une guillotine. Puisque effectivement, je ne vous l'avais pas dit, mais il avait déjà porté une guillotine à Jey un peu plus tôt dans le match. Ce qui était logique, puisque, comme je vous le disais dans ma vidéo pronostic, pour la première fois, on l'avait vu porter cette prise de soumission à Braun Strowman, qui avait abandonné. Enfin, en tout cas, il avait pas tapé, mais il s'était évanoui. Et donc il avait fait perdre Braun Strowman comme ça, donc ce qui était déjà étonnant de la part de Reigns. Et je vous disais, ben ouais, s'ils ont sorti cette prise pour la première fois, c'est pas pour rien, c'est que ça va forcément servir dans le Hell in a Cell match. Ce qu'ils ont fait, forcément. Donc il l'avait déjà porté une première fois sur Jey. Et donc là, il la porte sur Jimmy Uso. Et là, un très bon numéro, puisque Jimmy, il est pris là. Il est complètement capturé dans cette prise. Et il tend le bras là, vers Jey, il essaye de le secouer là, par la jambe, par le pantalon, en lui disant mais réveille-toi, aide-moi. Voilà, et Jey essaye de se redresser, de peine de misère, et finalement, bon bah, il finit par abandonner. Il dit I quit. Voilà, et la cloche sonne, donc 29 minutes 06. Voilà, et pour terminer, donc, il y a les deux frères ensemble. Hein, l'un qui se tient le cou, l'autre là qui se tient un peu les côtes, le ventre, etc. Enfin voilà, ils vendent. Reigns là qui est tendu là avec sa ceinture. Voilà, il s'en va et on voit au bout de la rampe Hafa, l'oncle de Roman, et Sika, son propre père, et avec un collier de fleurs qu'on lui met autour du cou, et on se lève dernière fois la ceinture de la part de Reigns. Voilà pour toute l'histoire de l'ensemble de ce match. C'est difficile encore à évaluer, c'est un peu comme Clash of Champions, parce que le catch passe clairement au second plan dans ce match. C'est même pas une question de catch, hein, vraiment. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, hein. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit. C'est pas vraiment le match, enfin c'est pas vraiment le in-ring qui va prévaloir dans ce match. Là où va résider le principal intérêt de ce match, c'était dans
le storytelling, comment est-ce qu'ils allaient nous raconter ça, avec l'émotion qu'on allait ressentir, le finish, et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Jimmy, ça me semblait évident, à partir en plus qu'on l'a vu de retour à SmackDown, donc je me suis dit oui, c'était logique qu'on le voit apparaître à la fin, et j'avais même déjà pensé avant le fait que Jimmy allait peut-être servir d'appât, on va dire entre guillemets d'otage, pour que Jay finisse véritablement par abandonner. Et ça a été fait. Donc je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'était plutôt émouvant, ce passage final. Reigns, quand il a pleuré, c'était très convaincant. C'est vrai que c'est rare. On voit pas souvent des heels pleurer pendant un match. C'est très ancien. Enfin, on a pu le voir, mais il y a très longtemps. Mais dans les dernières années, c'est très rare. Et c'est tellement personnel que forcément, bah, ça en devient. C'est une vraie pièce de théâtre, hein, en plusieurs actes, avec évidemment un rythme de sénateur de Reigns. Mais on sait pourquoi. Voilà, il peut pas trop forcer. Et puis, bah, parce que c'est ça aussi, je pense que le fait que sa santé fasse qu'il puisse pas faire trop d'efforts, bah, il compense ça avec cette, on va dire cette storyline qui lui permet justement de raconter des choses, notamment en parlant beaucoup, en s'adressant à son adversaire, en lui exprimant des choses, et justement ça le permet de faire des matchs à l'économie. Donc c'est finalement cette storyline, elle arrive à point nommé, et ça l'arrange bien par rapport à sa santé, quoi. Donc je lui donne quand même une note, hein, vous l'avez vu donc sur le visuel, je lui ai donné un 3,5, donc ce qui est quand même une très bonne note. Je peux pas mettre plus, disons, par rapport au in-ring, parce qu'il n'a pas non plus des masses. C'était une vraie pièce de théâtre avec, voilà, il y a des coups qui étaient durs, hein, évidemment, le strap, évidemment la chaise, les steel steps. Voilà, on a utilisé quand même quelques armes, hein. C'était un espèce de match un peu poupée russe, quoi, hein. C'était un Hell in a Cell, I Quit, Strap, Chairs match, on va dire, ou Steel Steps match, Stairs match. Il y avait plein de on va dire de stipus en une, hein, dans ce match. Voilà, donc je pouvais pas mettre plus, et le 3,5 qui est une bonne note en soi, hein, elle réside surtout dans le storytelling, dans ce qu'on nous a raconté. Le résultat, bien sûr, est sans surprise, hein, sans la moindre surprise, bien entendu. Il fallait que ça se finisse comme ça et que Reigns gagne. Par contre, un élément quand même important par rapport à SmackDown et par rapport aux fameuses conséquences tribales, Jay n'a pas reconnu encore Reigns comme son tribal chief. Il a abandonné, point barre. Donc on se retrouve toujours dans la position du dilemme qui se trouve face à Jay et même à Jimmy, hein, forcément, par ricochet. Mais on l'a pas encore eu, et donc je pense qu'on va l'avoir vendredi à SmackDown dans un segment encore cérémonie encore du tribal chief, un peu comme ce qu'il y aurait dû avoir la dernière fois. Maintenant que tu as abandonné, maintenant, dis-moi, tu vas me dire les mots, et voilà, parce que si tu ne dis pas les mots, on te répudiera, toi, ton frère, femme, enfants, petits-enfants, etc., etc., pour des générations entières. Voilà. Voilà, donc ça, il y a encore des enjeux, il y a encore des choses à raconter. Maintenant, qu'est-ce que ce sera le coup suivant? Ça, c'est très intéressant, parce que pour l'instant, on n'a pas d'idée. Le prochain SmackDown nous en dira peut-être plus. Voilà, on n'a pas vu de Rikishi, d'ailleurs, qui aurait peut-être pu intervenir. Le Rock, c'est toujours le point d'interrogation. Est-ce qu'on le verra ou pas? Il y a des chances. Maintenant, un match, est-ce que ce sera possible avec le calendrier de Rock, pardon, avec ses films, ses tournages, des émissions télé aussi, de films. C'est toujours compliqué d'arranger ça. Bon, on verra bien. Voilà. En tout cas, voilà, c'était un match particulier, évidemment, mais il y avait l'émotion, il y avait le storytelling, il y avait évidemment des gros passages lents, hein. Ça, c'était toujours un peu difficile de s'investir quand c'est des passages un peu longs. On attend que ça se passe. Et voilà, ça c'est toujours le problème. C'était comme un Clash of Champions. Maintenant, il y avait l'émotion, il y avait le drama, il y avait ces ingrédients qui ont fait finalement que c'était quand même une bonne représentation, on va dire une belle performance globale, du bon selling aussi. Il faut noter aussi du bon selling des deux côtés. Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même du bon travail globalement. Allez, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger maintenant. Match suivant entre Elias et Jeff Hardy, le match qui me hypait mais vraiment comme un fou, hein. Ça c'est clair, hein. Bon, il n'y aura pas grand chose à dire sur ce match, hein. Il n'aura duré que 7 minutes 49, et tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de catch, hein, voilà.
Hardy il s'est mangé la barricade après avoir pris appui sur les escaliers, peut-être un poetry in motion ou juste un splash. Bon, il l'a esquivé. Voilà, il y a un spin power bomb d'Elias, mais qui était pas très bien porté. Et on finit avec le spot de fin où Twist of Fate de Hardy, il monte sur la troisième corde, Elias va plus vers le rebord, finalement Jeff Hardy monte sur le poteau, il est complètement tout en haut du poteau, sauf qu'Elias finalement il décide de se barrer à l'extérieur, Hardy du coup redescend, il va le chercher, sauf que Elias avait ramassé sa guitare, mais Hardy l'empêche de l'utiliser, la récupère et le frappe sur le dos avec, et disqualification, victoire d'Elias, de la bonne grosse merdasse, comme on aime. Bah voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi dans ma vidéo pronostic, je vous avais dit que c'était mieux qu'Elias gagne, de toute façon. Donc ça au moins il a gagné. Mais bon, on va dire c'est toujours pareil, c'est le finish qui protège, voilà. Ça protège tout le monde. Maintenant, j'aurais pas été choqué qu'Elias gagne clean, hein. Ou même, allez, éventuellement, peut-être avec une petite aide, une petite tricherie. Bon, mais Elias aurait peut-être pu faire un pin. Bon, finalement, ils ont même pas fait ça. Franchement, ils auraient pu. Ce match, est-ce qu'il était vraiment indispensable? Est-ce qu'il était vraiment indispensable dans un pay-per-view, quoi? Vous mettez ça raw, et voilà. Il y a pas, de toute façon, qu'il y a in-ring, il y a pas grand-chose. Le match, de toute façon, il va pas durer très longtemps. Voilà, il faut une fin de merde. Faites ça à Raw. Et voilà, et puis faites avancer l'histoire. Parce que là, dans l'histoire, il y a rien eu. Hein. Il y a rien eu. Si on parle juste de la promo d'Elias, hein, quand il arrive sur le ring, il dit qu'il y a 4 mois, ce dégénéré de Jeff Hardy avait essayé de mettre fin à sa carrière. Et du coup, ça lui a inspiré son nouvel album, hein, qui s'appelle Universal Truth. Vérité universelle. Donc qui va sortir là, aujourd'hui, hein, d'ailleurs. C'est aujourd'hui qu'il sort. Et il dit avant que je paye les royalties à Jeff Hardy, hein, puisque c'est lui qui lui a inspiré cet album, avant que je lui paye des royalties, je vais lui chanter une chanson. Et puis bon, à un moment donné dans la chanson, il dit WWE stands for Walk with Elias, mais Jeff Hardy stands for GUI. GUI, pardon. GUI qui veut dire un DUI, conduite en état d'ivresse. Hein. Donc c'est toujours la grande classe. Hein, la grande classe, hein, les storylines avec Jeff Hardy. Bref, voilà, bon, bah, c'était de la merde. Et j'ai donné une note qui était déjà assez généreuse, j'ai trouvé. Je lui ai donné 2,25. J'aurais même pu descendre à 2. Franchement, c'était pas terrible du tout. C'était, on va dire, un match pour calm the crowd, hein, un match pour calmer la foule, on va dire, si on peut dire, après un match haut en intensité et en émotion. Voilà, ils l'ont bien, en tout cas il est bien placé sur la carte, mais c'était vraiment de la grosse merde, tout simplement. Allez, match suivant, oh là là, Otis contre le Miz, et oui, finalement ils l'ont fait, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, hein, que c'était un match potentiel, hein, si c'était pas Sami Zayn, puisqu'il avait aussi une petite interaction avec Otis la semaine d'avant, bon, il l'avait juste poussé, il y avait peut-être une possibilité pour qu'il y ait quelque chose. Finalement, ils ont continué donc dans l'histoire du procès, hein, puisqu'il avait toujours pas eu lieu. Finalement, il a enfin eu lieu. Ils l'ont fait en plusieurs fois. Voilà, une parodie de Law and Order, hein, de New York Police Judiciaire ou New York District, si vous préférez. Voilà, c'était très comique, hein, avec voilà des petits caméos de JBL notamment, de Teddy Long. Et un autiste très discret finalement dans ce segment fil rouge, hein. Il a pas dit grand chose, hein. Il a pas à dire que oui, il a mérité cette mallette parce qu'il l'a gagné, hein. Il a gagné, donc tout simplement il a pas eu grand chose d'autre à dire. Le Miz qui a joué son propre avocat finalement et qui a même interrogé, hein, les différents témoins, si on peut dire, donc notamment Tucker. Il y avait même Asuka. Il y avait Rey Mysterio, hein, qui parlait du match du Money in the Bank, hein, voilà, bon, on était 8, et puis Otis a gagné, donc il le mérite, quoi, tout simplement. Et Tucker, qui était toujours très bien, hein. Tucker, il est toujours impeccable, hein, finalement, dans ses promos, dans son attitude de pote indéfectible. Je le disais déjà à l'Elimination Chamber, hein, il était déjà pour moi le MVP du match. Il est impeccable, hein, Tucker, hein, il est un peu sous-estimé, mais il fait son taf, hein. Et voilà, même il est même émouvant, hein, il arrive à provoquer des émotions. Et voilà, il dit que de toute façon il va lui péter la gueule. Enfin, Otis va lui péter la gueule au Miz, mais lui aussi il a envie. Il aimerait bien lui péter la gueule au Miz. Voilà.
Bref, finalement, bon bah il y a eu une petite tarte à la crème à la fin puisque c'était quasiment acquis que Otis allait gagner le procès et JBL, sauf qu'au moment où il prononce la sentence, le Miz arrive avec une mallette, hein, avec une dernière preuve, une preuve vraiment tangible, et il lui balance une mallette que Teddy Long donne à JBL. Il l'ouvre, on entend le on a bien compris que c'était du pognon. Voilà, le juge corrompu, et finalement il renverse la décision en faveur du Miz, et finalement il annonce un match donc Hell in a Cell entre les deux avec le contrat, la mallette en jeu, hein, tout simplement. Voilà, on le sentait venir hein, depuis des mois, de toute façon, enfin des mois, oui, 2 semaines, oui, 2 mois, hein, parce que ça a commencé depuis un petit moment maintenant. Voilà, c'était voilà les enjeux du match. On peut noter aussi que les deux hommes hein, sont accompagnés de leurs potes, hein, donc Tucker pour Otis et Morrison pour le Miz. Un Morrison rasé hein, d'ailleurs, ça faisait bizarre de le voir comme ça. Et un nouveau thème pour Otis aussi, un peu country, ça change, ça fait très bizarre maintenant. Vu son style, oui on peut dire que ça lui va bien. C'est assez générique hein, comme thème, hein, mais comme d'habitude, hein, je pense que c'est encore un thème de CFO qu'on écarte hein, tout simplement. Bon, on est dans les mêmes eaux que le match précédent, hein, 7 minutes 28, hein, donc match pas très long aussi, bien heureusement. Et pareil, hein, c'est un peu du même tonneau, un match avec peu de catch, hein, on s'en doutait, c'était pas une affiche qui donnait envie. Et le seul intérêt, c'était évidemment de savoir qui allait récupérer la mallette pour de bon, quoi. Hein. Ça tournait surtout autour de ça. Ce qui était intéressant, c'était de voir que Morrison, à un moment donné, il donne un coup de poing à Otis quand même de l'extérieur. L'arbitre le voit pas, mais Tucker, qui était pas loin, ne réagit pas en fait. Il essaie même pas de se venger, de s'en prendre à John Morrison, que dalle. Et un peu plus tard, le Miz se fait écraser dans le coin hein, avec une avalanche. Donc là, on se prépare pour le Caterpillar, hein, le Worm et le Caterpillar, donc pour Otis. Sauf que Morrison tire le Miz à l'extérieur, donc il est encore empêché. Mais et là, du coup, bon, bah, Otis sort, il balance le Miz contre la barricade. Mais pareil, Tucker, il regarde ça de loin. Il se venge toujours pas sur Morrison. Et puis un petit peu plus tard, le Miz, enfin l'arbitre est en train de regarder le Miz, Jessica Carr. Et pendant ce temps-là, il a la mallette, Morrison, et il essaye de frapper le Otis qui était dans le coin. Sauf que Jessica Carr le voit, du coup il se fait griller, et là, bah, elle décide logiquement hein, de le dégager, en fait, de dire tu dégages, tu es banni, tu t'en vas. Tucker, lui, il applaudit, il dit voilà, vas-y, casse-toi, c'est ça. Sauf que on le voit, bah, on voit la mallette qui est par terre, hein, donc elle est encore, elle est au pied de Tucker là. Et du coup, alors on voit un discus lariat assez étonnant de la part d'Otis, hein, Lariato hein, voilà, il a bien démonté la tête du Miz. Et puis bah, en fait, il y a le Miz qui s'éloigne un petit peu, il essaie de le tirer là pour le ramener vers le centre du ring, sauf qu'il tire la jupe du ring, le Miz, et il prend une petite ruade de la part du Miz, Otis recule dans les cordes, et là, la grosse surprise, Tucker qui donne un grand coup de mallette sur la gueule d'Otis, pardon, et là, c'est la stupeur générale. Le Miz ne comprend pas. Il retourne Otis. 1, 2, 3. Victoire du Miz, qui devient le nouveau Money in the Bank winner. C'est la stupeur générale. Lorsque vous regardez le Thunderdome, là, toutes les vignettes, la grande majorité, soit ils ont soit les gens ont la bouche ouverte, soit ils ont les mains sur la tête, quoi. C'est la stupeur générale. Le Miz joue bien d'ailleurs, à la fois la surprise et après la satisfaction, hein, évidemment. C'était plutôt bien fait de ce côté-là. Voilà, bon, bah, le in-ring, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, donc je lui ai donné un 2,25, hein, du même tonneau que le match d'avant. C'était weekly, c'était de niveau weekly, il n'y avait rien. Et on va dire quand même, je dirais même que la majeure partie des points que je donne à ce match, c'est finalement le finish un peu surprenant. Parce que autant au début du match, quand j'ai vu les deux accompagnateurs, je me suis dit, ah, est-ce qu'il va y avoir une trahison de l'un des deux? Maintenant, Tucker, j'avoue, je me disais, mais il le fera jamais. Le mec, c'est son pote depuis le début, il a pas de raison de le trahir. Et ils ont réussi quand même à me surprendre. Ils l'ont fait, finalement. C'était quand même la grosse sensation. Ils ont quand même réussi à créer un événement, à créer un moment. Les gens ont été surpris, donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont réussi leur effet.
Et lorsqu'on va backstage, hein, donc une interview du Miz qui était toujours accompagné de Morrison, hein, interview par Kayla Braxton. Voilà, bon ben le Morrison qui dit voilà, au moins la mallette elle va à la bonne personne, quelqu'un qui va au moins la mettre en valeur. Le Miz qui précise hein, qu'il ne gaspillerait pas cette mallette, hein, lui, hein, contrairement à Otis, que ceci, cette mallette, c'est pas un accessoire, hein, c'est pas une lunchbox, hein, que au contraire, c'est une opportunité en or. Hein, et il s'adresse à ce moment-là aux champions de la WWE et aux champions universels, hein, ça c'est intéressant, parce qu'ils l'ont bien répété, il l'avait déjà dit, Corey Graves vendredi à SmackDown, que cette mallette peut être utilisée sur les deux champions. Donc ça c'est très intéressant, parce que même si le Miz est rattaché à Raw, il pourrait donc cacher aussi sur le champion universel. Donc ça c'est intéressant. Et donc c'est là que le Miz s'adresse aux champions de la WWE, aux champions universels, et ils disent You are on notice. Voilà, en gros vous êtes prévenus, attention, j'ai déjà caché cette mallette hein, dans le passé, et je le referai. Je vais le refaire. Otis, bah lui, il a pris ça comme un dû, quoi, hein, cette mallette, et il a pris aussi son ami Tucker pour un dû. Hein, et après il dit, n'est-ce pas, Tucker, hein, et puisque Tucker arrive alors, et on attend enfin la grande explication de Tucker. Au moins, on n'attendra pas Raw. Kayla Braxton donc du coup lui demande hein, pourquoi est-ce qu'il s'est retourné sur Otis, et il dit que bah c'était une équipe, mais c'était lui qui portait l'équipe, quoi. Il a tout fait pour Otis, quoi. Il l'a traité comme un frère. Mais pourquoi au final? Pourquoi voilà, à chaque fois c'était oh Tucky, pense à faire le tag hein, à Otis hein, pour qu'il puisse faire le worm. Ah Tucky, ne parle pas trop. Ah Tucky, fais en sorte qu'Otis ait la lumière, hein, le spotlight. Mais la vérité c'est qu'Otis ne peut pas fonctionner sans moi. Hein, et qui a dit à Otis, hein, qui lui a conseillé de sortir avec Mandy? Moi. Qui l'a soutenu toutes ces années? Voilà, et il finit en disant ouais, Otis arrive même pas à lasser ses chaussures lui-même, quoi. Voilà, et là il y a Otis qui arrive en bulldozer et qui fonce sur le Miz. Donc Miz et Morrison qui se cassent, et tout de suite après il s'en prend donc à Tucker, petite bagarre, ça s'en va un petit peu plus en coulisses, Tucker s'enfuit, mais Otis est retenu par les officiels, les arbitres. Voilà, ça se termine comme ça, étonnant. Alors c'est vrai qu'avec Otis à SmackDown et Tucker drafté à Raw, bon bah Heavy Machinery il avait déjà de toute façon splitté. Maintenant bon bah avec ce qu'ils avaient fait avec l'homme masqué là, la semaine dernière à Raw, ça aurait peut-être pu être une solution un petit peu plus sur du moyen terme, on va dire, pour faire perdurer l'équipe, même s'ils ils étaient dans une bande séparée. Finalement, ça ne sera qu'un one shot. Donc, ils ont été couillus maintenant. Sur le principe, c'est vrai que je trouve que Tucker est le meilleur des deux in ring. Même déjà à NXT, je l'avais déjà repéré. Je le trouve bien au-dessus, assez sous-estimé. Je l'ai bien aimé à l'Elimination Chamber, hein, vous avez qu'à revoir ma review du match, je l'avais déjà trouvé très bon, vraiment, il jouait bien son rôle de pote indéfectible, hein, quand Otis s'est foncé sur le plexiglas, il était parti à l'extérieur, il avait joué le mec horrifié, il s'était vengé, il avait foncé sur Ziggler, etc. Voilà, il était très bien, il remplissait parfaitement ce rôle-là, donc un push, on verra bien, hein, maintenant en solo, je sais pas ce que ça donnera. Voilà, c'est étonnant. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi fait pour qu'il y ait un match entre les deux, Otis contre Tucker au Survivor Series, puisque maintenant que les deux sont dans des brands séparés, ils pourraient faire un SmackDown versus Raw, peut-être avec un point en jeu, dans le match entre SmackDown et Raw, hein, peut-être, hein, on sait jamais. S'il n'y a pas de NXT dans l'histoire, ça on verra. Parce que c'est vrai qu'il faut noter que le logo de Survivor Series a été remontré. On voit le logo de l'année dernière, celui qui était bleu, jaune et rouge. Donc peut-être que la NXT sera encore là. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Donc on verra bien à ce niveau-là. Donc là, bon, je suis assez surpris, mais voilà, Tucker, c'est quelqu'un qui fait de bonnes choses hein, en soi. Hein. Moi, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien, in-ring, en promo, il se démerde pas mal. J'aurais juste aimé qu'il en rajoute un tout petit peu plus dans sa promo, dans sa justification. Il disait qu'il portait l'équipe. J'aurais aimé qu'il fasse un petit peu comme ce qu'a dit Sonya Deville vis-à-vis de Mandy Rose, en disant bah en gros t'as eu Mandy, t'as eu la mallette, et en gros tu m'as un peu oublié moi, et du coup
on n'a pas eu nos chances pour les titres tag team, quoi. On aurait pu aller plus loin, on aurait peut-être pu avoir les titres tag team, mais tu m'as un peu oublié à cause de Mandy, à cause de la manette, et voilà, et tu m'as un petit peu mis sur le bas-côté. J'aurais juste attendu un tout petit peu, voilà, c'est ce genre d'élément en plus, dans sa justification, pour moi ça aurait été parfait. Et le reste, hein, ce qu'il a dit en soi, c'était très bien. Pour moi, c'est crédible, tout ce qu'il a dit. J'aurais juste ajouté, voilà, ce petit élément en plus, et là, ça aurait fait un package parfait dans sa justification. Voilà, c'est juste pour la petite précision. On va passer au match suivant. Un Hell in a Cell match entre Bayley et The Blueprint, The Standard, The Conversation, The Boss, Sasha Banks. Encore noir contre blanc, hein, à nouveau la blanche virginale Sasha Banks contre Bayley, toutes de noir vêtues, et ça a toujours sa meilleure amie, hein, la chaise, hein, une chaise qui était taguée. J'ai pas bien compris. Alors oui, on a vu une croix, ok, bon, la cible, la croix, ok, là je peux comprendre, mais de l'autre côté, c'était assez tendancieux, une espèce de... Ouais, on avait l'impression que c'était un 1-0, et en même temps, voilà, ça avait l'air d'être un peu phallique, hein, si vous voulez ce que je veux dire. C'était, voilà, j'ai trouvé ça très bizarrement, bizarrement exécuté ce tag de la part de Bayley sur sa meilleure amie, hein, la chaise. Alors si je reviens vite fait, hein, sur ce qui s'est passé à SmackDown, hein, donc parce qu'effectivement Bayley n'avait toujours pas signé ce contrat, hein, lorsque j'ai fait ma vidéo pronostic. Bon, bah finalement il y a quand même eu, voilà, un face à face entre les deux. Là, Bayley a dit qu'elle va pas signer. Elle va pas signer, elle en a terminé avec Bayley, avec Banks, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, elle a fait 4 interviews. Ouais, t'es obligé encore de dire, ouais, t'as peur de Banks. Mais non, j'ai pas peur de Banks, c'est que j'en ai terminé, quoi. Je ne signerai pas ce contrat. Et Banks arrive avec le contrat, et évidemment, elle a réussi à l'obtenir, puisque elle a récupéré la ceinture de Bayley, et là, elles se sont tirées, là, comme du tir à la corde. Et puis il y a eu évidemment la chaise, la fameuse chaise de Bayley. Là, elle l'a étranglé dans la chaise, et ça ressemblait au fameux spot que je vous avais annoncé, hein, d'ailleurs dans ma vidéo pronostic. C'était le bank statement un peu à travers la chaise, hein, chose dont on reparlera d'ailleurs plus tard dans le match. Enfin voilà, en tout cas elle l'a fait signer de force grâce à cette espèce de bank statement là à travers la chaise. Voilà, au moins les choses sont faites, il n'y a pas d'ambiguïté, et elle a fini par signer. Voilà, maintenant on va passer au match en lui-même. Alors encore un match avec beaucoup de temps laissé, hein, aux deux filles, et c'est très bien. 26 minutes 29, donc c'est quand même énorme. Alors à noter, je l'avais pas vu en live, hein, donc c'est toujours l'avantage de revoir le show une deuxième fois. Ça permet de revoir les petits détails. C'est que elle avait sa fameuse chaise, donc sa fameuse amie, hein, Bayley, avant le match. Sauf que Banks a foncé sur elle avec un gros coup de pied, et la chaise a valdingué à l'extérieur, hors de la cage, avant que la cage justement ne redescende, et du coup bon, bah elle était un peu dévastée, Bayley, et du coup la cage est redescendue, et du coup la chaise avait disparu. Bon, en soi c'est un peu con, hein, vous me direz, parce que des chaises il y en a d'autres, je sais pas, comme si c'était une chaise particulière, je sais pas, une chaise entourée de barbelés, c'est qu'une chaise. Il y a juste des tags dessus, mais c'est qu'une chaise en soi, hein. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, énormément d'armes, il faut le noter. C'est vraiment le match des armes. On a vu beaucoup, chaises, kendo stick, échelles, table. Il y a même eu l'extincteur. Il y a eu énormément d'armes. Donc à ce niveau-là, on a été gâtés. Peut-être un peu trop de météoras de la part de Banks, hein, j'en ai compté 5, hein, avec ses 2 genoux en avant. Bon, un petit poil trop, bon, c'est pas très grave, mais il y en a peut-être eu un peu trop. En tout cas, ça a été très violent entre les deux filles, hein, elles se sont vraiment donné vraiment corps et âme, hein, ça respectait bien en tout cas la rivalité, l'intensité et toute la rancœur de Banks, hein, qui est envers Bayley. Ça c'est bien à ce niveau-là. Des petites tentatives d'échafaudage, bon, avec les kendo sticks, là, entre les trous qui se trouvaient près des escaliers et le grillage. Bon, bah finalement Banks s'est tout pris, puisque elle s'est pris un drop to hold, donc un croc en jambe, boum, sur les kendo sticks qui étaient donc en équilibre. Ça c'était assez impactant. Et à nouveau un coup de la fronde, un coup de la balançoire de Bayley sur Banks, hein, donc du coup à nouveau sur les kendo sticks qui étaient encore en travers. Voilà, une belle utilisation des kendo sticks là. Il y a eu donc des tentatives de météora, frog splash.
Beau frog splash sur une chaise qui était posée sur Bayley. Il y a eu pas mal de choses, le faceplant, hein, son écrasement facial à l'extérieur, oui, de la part de Bayley. Il y a eu pas mal de choses, hein, je peux pas tout vous dire, sinon ça va être un peu compliqué. Maintenant, c'est ce qui était intéressant à un moment donné, c'est que, enfin, ce qui était bizarre, c'est que elle part à l'extérieur, Bayley. Et là, on voit comme par magie la chaise, sa fameuse amie, qui était près de la sortie, quoi. Donc elle a pu la récupérer, cette fameuse chaise, alors qu'elle en fait elle avait valdingué, hein, avant le match. On la voyait bien plus loin que ça. Donc quelqu'un lui avait approché, hein. Bon, bref, la réutilise quand même. Bon, on a quand même une banque assez énervée. Il y a une utilisation d'échelle assez intéressante aussi de la part de Bayley qui ramasse une échelle, qui la pose entre deux chaises. Elle prend une bombe à nouveau pour taguer cette fois-ci non pas la chaise mais pour taguer Banks directement et lui dire c'est fini. J'en finis avec toi, et elle fait une espèce de descente du coude avec sa chaise, donc avec son ami, sauf que esquive de Banks, qui enchaîne derrière avec un gros Bayley to Bayley, hein, relâché, mais Bayley to Bayley, donc de la part de Banks, elle-même, hein, qui retourne la propre prise, elle fait goûter à Bayley sa propre médecine, mais ça n'aura pas suffi. Bayley d'ailleurs apportera elle-même sa propre Bayley to Bayley, mais il y aura quand même aussi un dégagement de Banks. Voilà, c'est quand même pas mal de passes d'armes comme ça. Des tentatives aussi de bank statement, hein, qui n'ont pas suffi de la part donc de Banks, une fois qu'il y avait toujours cette chaise, donc son amie, elle l'utilise pour essayer de faire à nouveau un belly to belly avec la chaise derrière le dos de Banks, hein, pour qu'il y ait plus d'impact, sauf que elle se fait contrer par, je vous le donne en mille, un bank statement à nouveau, mais cette fois-ci avec la chaise, cette fameuse chaise donc, autour du cou de Bayley, elle force, et Banks en rajoute même en donnant des coups de pied pour sur la chaise en même temps pour faire un petit effet levier, enfin et du coup serrer davantage l'étreinte, et là Bayley tape, c'est terminé, Banks devient Grand Slam Champion. Enfin, ça y est, le titre de SmackDown, le fameux titre qui lui manquait, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo pronostic, c'est ce qu'il fallait. Enfin, ce fameux titre qui lui manquait, elle aura tout gagné, NXT compris. Voilà, le palmarès est total, complet. Elle aura fait comme Bayley justement. Elle l'aura rejointe au palmarès. Et ce que j'ai vu sur Twitter, c'est vrai qu'il faut avoir la mémoire, mais ça c'était bien vu. C'est un rappel aussi du finish de NXT TakeOver Respect qui avait eu lieu en octobre 2015, donc il y a 5 ans, donc vraiment jour pour jour, hein, quasiment, où Bayley s'était imposée dans un Iron Man match de 30 minutes, où elle avait porté, alors c'était pas un make statement, c'était on va dire des bras, c'était les bras, une immobilisation des bras, quoi. Elle lui avait mis vraiment les bras en arrière. Et elle avait donné des coups de tatane comme ça, exactement de la même façon, hein. C'est Bayley qui l'avait fait, et cette fois-ci c'est Banks qui le fait, donc un petit rappel historique 5 ans après, j'ai trouvé ça très intelligent, c'était très sympa, et bon là, faut aller s'en souvenir, hein. Ça c'est sûr, si je l'avais pas vu sur Twitter, j'avoue que je m'en serais pas souvenu. Voilà, je vais être assez clair et net, hein. C'était pour moi le match de la soirée. Ça a été très bien, très bien. Et voilà, bon bah vous le voyez de toute façon sur mon visuel, hein. Moi je l'ai mis à 4,5. Un 4,5, j'ai pas eu de problème à mettre ça, hein. Il y a eu l'intensité, il y a eu du storytelling, ça s'est foutu sur la gueule, on a vu qu'il y avait de l'animosité, ça s'est trash talké, hein, un petit peu comme ils ont fait entre Reigns et Jey, mais dans un autre style, mais ça s'est parlé, voilà, on s'est dit les choses, et on y est allé, quoi. On a utilisé beaucoup d'armes. Bon, le petit coup du kendo stick scotché là pour Bayley là pour les mettre aussi en équilibre, ça a été un peu foiré, hein, puisque les a mal soudés, on va dire. Du coup, c'était branlant. Le truc, il est parti en V. Hein, les deux kendo sticks sont partis en V, et du coup ça n'aura même pas servi. D'ailleurs même Banks à un moment donné, elle s'approche pour récupérer un kendo stick sous le ring, et il y a toujours justement ces deux kendo sticks là qui sont là, elle les regarde comme ça, mais elle s'en branle, quoi, ça n'aura même pas servi. Donc je pense que c'était un truc foiré, je pense qu'ils se sont dit bon bah de toute façon là, ça a été mal fait, donc autant laisser tomber, voilà. Mais c'est qu'un détail, c'est pas très grave, l'important c'est vraiment l'émotion, et ce qui en ressort, la violence, et la chimie bien sûr entre les deux, qui se connaissent parfaitement, et Bayley donc, enfin Banks pardon, Sasha Banks en gagne enfin un Hell in a Cell match, puisqu'elle avait perdu contre Charlotte et contre Becky, donc pas jamais 203 cette fois-ci, elle gagne enfin, donc c'est aussi ça dans ma vidéo pronostic, je voyais le vecteur de Banks pour pas qu'elle se prenne quand même 3 défaites en Hell in a Cell.
Donc du coup c'est le premier match en Hell in a Cell pour Bayley, mais bon voilà, première défaite. Mais voilà, c'était plus d'un an de règne, fallait changer. Voilà, et puis Banks c'était sûr, fallait qu'elle le fasse, fallait qu'elle gagne le titre. Ça aurait peut-être pu éventuellement effectivement être remis pour un autre match, mais pour moi ça suffisait. Ils avaient déjà tellement raconté de choses en un an pratiquement que c'était bien que ça se termine là. Alors, vous me direz, si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, au prochain SmackDown, ça sera pas fini, Bayley va vouloir sa revanche, hein, peut-être au Survivor Series, hein, on sait jamais. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est pour moi ça suffit. On peut passer à autre chose avec ça. Hein. Et puis bon, bah évidemment, je l'ai dit vite fait, mais je vous invite, si vous l'avez pas fait, je vous invite à voir ma vidéo pronostic. Je vous ai donné la gagnante et j'ai été encore plus fort. Je vous ai donné le finish précis. Je vous ai donné le bank statement avec la chaise. C'est quand même dingue, hein. Et parfois il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est dingue parce que cette idée-là que je vous ai donnée, je vous le dis vraiment sincèrement, je l'ai eu en live pendant que j'enregistrais ma vidéo. Hein. C'est même pas quelque chose que j'ai mûri. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé spontanément comme ça. Donc comme quoi parfois les meilleures idées peuvent arriver comme ça en live. Mais pour moi ça faisait du sens. Ça faisait sens puisque c'était la chaise qui avait ouvert les hostilités, hein, qui avait permis justement de faire le turn de Bayley. Hein. Elle a donné des coups de chaise sur la jambe de Banks. Elle lui a explosé le cou avec la chaise. Pareil. Et c'était devenu son meilleur ami. Elle faisait des promos avec sa chaise. Elle traînait tout le temps avec. Hein, et c'est le début du match, ça raconte encore la chaise, hein, puisqu'elle la tient en main, elle se fait virer, donc comme si c'était un peu du 2 contre 1, quoi, en quelque sorte, ou du 2 contre 1, avec cette chaise qui disparaît, du coup, donc c'est comme si elle devenait toute nue, là, à 1 contre 1, du coup, et cette chaise qu'elle arrive finalement à récupérer, et qui se retourne contre elle. Elle voulait l'utiliser pour faire son Bayley to Bayley, mais elle se fait contrer, et elle se prend un bank statement avec cette chaise autour du cou, donc son propre ami, sa chaise taguée, hein, c'était pas une chaise random, c'était sa chaise taguée, même si comme je vous disais, je trouvais ça pas, en soi c'est une chaise normale, hein, elle a rien de spécial. S'il y avait des barbelés autour et tout ça, bon, là ça aurait plus d'impact évidemment, mais bon, ils seraient pas allés jusque là, mais ça a de l'impact, et c'est finalement sa nouvelle meilleure amie qui s'est retournée contre Bayley. Donc c'est la vengeance de Banks, l'ex-ami. Voilà, elle a obtenu sa vengeance comme ça, avec sa nouvelle meilleure amie qui se retourne contre Bayley, quoi, en gros. Et donc ça reste un objet, mais c'est comme ça que ça a été raconté. Voilà. Donc je trouvais que ce finish était parfait à ce niveau-là. Donc 4,5, parfait. Bravo les filles. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Vous avez fait un très bon job. Maintenant on verra pour la suite s'ils referont ça. Pour moi ça suffit. Pour moi ça suffirait. Bayley sera peut-être team captain de SmackDown hein, au Survivor Series, hein, ça serait peut-être ça l'idée, et peut-être que Banks va faire un triple threat match contre Asuka et contre peut-être Yoshirai ou Candice LeRae, hein, ça dépendra du résultat probablement de Halloween Havoc dans 2 jours. Donc ça va être une superbe affiche, hein. Si c'est Yoshirai, ce serait encore mieux, hein. Si c'était Yoshirai contre Banks contre Asuka, waouh, quel triple threat match, hein, en perspective, hein. Ça me donnerait très envie. Voilà, bravo les filles, vous avez assuré meilleur match de la soirée, et même pour moi l'un des meilleurs matchs de la VVE en 2020. Hein. Pour moi, voilà, je me fais un petit bloc-notes là que je mets à jour chaque jour, chaque jour, chaque semaine, et dès qu'il y a un match qui me marque, je l'écris, et ce match, je l'ai mis dans la liste. Hein. Je l'ai mis dans la liste. Hein. Pour moi, il va rentrer dans les meilleurs matchs de l'année. Voilà, tout simplement. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Encore un impromptu match, puisque, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est autour de Retribution, autour du Hard Business, puisque je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo pronostic qu'il pouvait peut-être y avoir un impromptu, voire une apparition, une intervention de Retribution, du Hard Business, peut-être dans le Hell in a Cell match, de Drew Orton, quelque chose. Et effectivement, on a vu quand même quand Kickoff, Mustafa Ali avait fait une promo, et il disait que, en gros, la plus grande joie dans la vie, c'est de voir les gens prendre des mauvaises décisions, quoi. Et il a vu les superstars de la WWE prendre de mauvaises décisions, et il a ri à voir ça, et que le hard business, c'est juste comme n'importe quelle société qui en a rien à battre des gens en fait, mais qui s'intéresse uniquement qu'au profit, quoi, et qu'il
ils ont l'unfinished business avec leur business, et que ce soir, j'aimerais vous faire une proposition, l'un des nôtres face à l'un des vôtres. MVP, you make the call, hein, si tu fais c'est toi qui choisis. Quel membre du Hurt Business tu vas présenter pour tomber avant Retribution? C'est ta décision à prendre. Voilà ce qu'avait dit Ali. Et dans le show, un peu plus tard, donc, on voit donc le Hurt Business hein, qui est regroupé. Et l'inévitable Charlie Caruso, hein, qui vient toujours déranger les gens hein, quand il le faut pas, demande à MVP du coup qui va représenter le Hurt Business hein, suite à la proposition d'Ali. Et elle dit elle voit que Lashley là il est habillé, il est en tenue de catch déjà, alors que les autres ils sont en costard, donc elle se dit il semblerait que ce soit Lashley alors qui va se présenter vu qu'il est déjà en tenue. Et MVP demande si Charlie, elle a dit quoi? Step up? Se présenter? Et il dit elle sait pas ce que le Hurt Business elle sait pas comment le Hurt Business procède. Bobby c'est le CEO du Hurt Business, c'est the Almighty, the Lead Predator. Lashley ne nous ordonne pas, il ne donne pas des ordres dans la bataille. Lashley il nous guide dans la bataille. Charlie demande alors, Caruso demande à MVP qui va choisir. MVP du coup il demande à ses copains là, il demande quelques suggestions. Et Shelton Benjamin il dit celui qui a un masque pourrave là, lame masque, Slapjack. Et du coup MVP reste là-dessus, il dit ok, on va prendre Slapjack. Voilà. Et puis il fait une petite promo, il s'adresse à Ali, il dit we are not greedy, on n'est pas des businessmen avides, we are not greedy businessmen, on est des professionnels hein, du plus grand ordre, on est drivé, hein, on est mu par le profit, mais aussi par une intense passion pour la souffrance qu'on inflige aux gens, hein, comme toi, des gens comme toi, Ali, hein, et j'ai vu voilà ton défi là, et moi je vais un peu élever le niveau, hein, pour m'assurer hein, qu'il y a vraiment que ce sera un match seulement à 1 contre 1. Donc il y a pas de 2 contre 2, pas d'aide extérieure, pas de backup, hein, et ça sera juste un 1 contre 1, et je mets même le titre des États-Unis de Lashley en jeu. Voilà. Et voilà, donc Bobby lui il dit moi j'attends personne hein, moi je m'en fous hein. J'attends quiconque hein. Moi j'arrive sur le ring, je suis préparé. Pas de souci, on y va donc. Match assez inattendu donc entre Bobby Lashley et Slapjack pour le titre US. Qui aurait cru ça? Une affiche qui donne vraiment pas envie. Y a pas grand chose à dire, le match va durer que 3 minutes 52. 3 minutes 52. Voilà, Slapjack il jette son t-shirt, il s'en prend directement à Lashley, mais voilà, après la force de Lashley prend le dessus quoi, et puis il fait à la fin il fait son espèce de choc slam là avec pas mal d'amplitude, il l'écrase au sol, et puis ils partent non plus à full Lashley mais la Hurt Lock, donc c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, la Hurt Lock, et il abandonne. Slapjack abandonne. Bah oui, c'est Retribution, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Retribution. Qu'est-ce que vous voulez à part une défaite, vous voyez quoi pour Retribution? Évidemment, on continue dans la merde ultime avec Retribution. On se marre. C'est n'importe quoi. Déjà, avec ce que je vous racontais là, de ce qu'on a vu à Raw il y a une semaine, c'était déjà pathétique, même inadmissible. Mais ça continue. Ça continue, en plus, Ali, il fait genre, oh allez-y, on va faire du 1 contre 1, oui, je vous laisse même choisir, non seulement vous choisissez votre homme, mais en plus vous pouvez même choisir l'un des nôtres, voilà, et puis ils choisissent, ils sont pas cons à business, ils vont prendre Slapjack, qui est le maillon faible de l'équipe, hein, forcément, forcément ils gagnent, et pourtant je me suis dit, bon allez, après l'humiliation de lundi dernier, ils vont rattraper le coup. Hein, ils vont faire gagner Retribution, hein, bien sûr, ils vont compenser, ils vont faire quelque chose. Ah ben non, pas du tout. Ah le mec il s'est fait expédier en même pas 4 minutes, hein. Ah non. Ah non, on continue dans la merde, hein. Et puis après, il y a Mace et T-Bar qui arrivent, qui veulent s'en prendre à Lashley. Il y a Ali au bord du ring, là, il ferme son poing et dit allez-y. Il somme l'ordre, ils veulent tenter un double shock slam, et même comme ça, 2 contre 1, les deux big men de Retribution face à Lashley, ils s'en sortent pas, et au contraire, c'est Lashley qui s'en sort. Il dégage Mace, il porte même un flatliner à T-Bar, et puis là le Hurt Business arrive, Ali il est sur le ring, et hop,
le leader hein, de Retribution qui fuit comme une grosse merde. Il fuit comme une grosse merde. Il y a même là la pauvre Reckoning, la pauvre Miaim là, qui est auprès qui est auprès d'Ali là, et les deux autres à côté. Et voilà. Et on finit avec un regard d'Ali là envers Lashley. Donc on va peut-être même probablement partir sur peut-être une feud pour le titre US entre Ali et Lashley. Mais le problème c'est que c'est terminé. Retribution, je n'ai plus envie de m'investir. Je leur ai laissé une dernière chance la semaine dernière à Raw, et vu ce qu'ils en ont fait, c'était fini. Fini. Et encore plus après ce qui vient de se passer à Hell in a Cell. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et quand bien même Ali prendrait le titre à Lashley, même s'il squashait Bobby Lashley, eh ben, ce serait trop tard. J'en aurais plus rien à foutre. Le mal a été fait. Je suis désolé. On peut plus faire pire. Ils les ont enterrés, mais de sous-enterrés, quoi. Ils les ont mis, mais au plus profond du plus profond. C'est pas possible. Tu peux pas booker un clan pareil. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais pas, ils vont faire, oui, alors peut-être une chute pour le titre US, ils vont faire un truc, allez, faites un match au Survivor Series, faites un 4 contre 4, voire un 5 contre 5, vous mettez Reckoning, parce qu'au moins Reckoning, elle va peut-être lutter un jour, c'est la seule meuf que vous avez, et vous en faites rien, elle sert de potiche à l'extérieur, elle ne sert à rien, Reckoning, elle ne sert à rien, alors mettez-la avec les 4, et mettez Naomi par exemple, voilà, si vous continuez sur le coup du clan des Blacks, mais mettez Naomi, hein, voilà, et puis vous faites un 4, vous faites un 5 contre 5 mixte, voilà, faites un truc comme ça, j'en sais rien, ou alors vous en tenez au 4 contre 4, mais au final, allez, enterrez une dernière fois, hein, ils ont déjà été enterrés 3-4 fois déjà, mais enterrez-les encore une fois, hein, Retribution, allez, encore, vous avez jusqu'au, là, le 22 novembre, rendez-vous le 22 novembre, hein, pour le dernier clou sur le cercueil de Retribution, hein, façon Nexus, hein, voilà, on perdra la Survivor Series, et on n'entendra plus parler de vous. Voilà, c'est terminé, c'est de la merde. Le match, je lui ai mis un 2 étoiles, un petit 2 étoiles, mais vraiment, je suis d'une générosité les amis, d'une générosité en mettant 2 étoiles, franchement, j'aurais pu descendre à 1,5. Franchement, Slapjack n'a, à part son swinging DDT qui était pas mal, et son cannonball dans le coin, ou qui sont d'ailleurs très reconnaissables hein, à ce que fait Shane Thorne, hein, puisque c'est Shane Thorne derrière le masque, il y a que ça à noter hein, de son côté, hein, voilà, il y avait rien. Donc, ce que je voulais que je vous dise, c'était de la merde. Et on passe tout de suite au main event, puisque c'était Drew McIntyre contre Randy Orton dans un Hell in a Cell match pour le titre, bien sûr, de la WWE. Donc, ils ont mis ça finalement dans le main event. J'hésitais, je pensais à ça, ou je pensais au titre universel. Et bon, finalement, quand on va voir le match, bah, je me suis rendu compte que j'aurais largement préféré mettre finalement l'universel en main event, voir le match féminin. En tout cas, n'importe quel match de Hell in a Cell, mais sauf celui-là en fait. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, hein, on va développer ça. Bon, Orton nous fait sa petite vanne habituelle, là, sa petite feinte, où il est déguisé avec un hoodie, un sweat noir, son pantalon noir, et voilà, il prend par surprise Drew, alors que Drew n'est même pas encore rentré dans la cage. Donc là, une petite bagarre, on fait tout le tour de la cage. Voilà, on s'envoie contre la cage. Drew finalement prend le dessus. Il ramène Orton dans le ring et on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses dans un match de 30 minutes 33. 30 minutes 33, le match le plus long de la soirée, hein, de peu devant le match de Reigns, hein, qui a duré 29 minutes, un peu plus de 29 minutes. Donc là, c'est beaucoup trop long, et justement, ce match, on peut le découper à peu près à parts égales, c'est-à-dire un premier quart d'heure, en deux quarts d'heure, je dirais. Le premier quart d'heure, je trouvais pas trop mal, avec chacun qui a eu sa période de domination. Drew qui commence justement le match avec cette période de domination, hein, avec des projections contre le grillage, hein, il lui enfonce la gueule contre le grillage à Orton, hein, il lui dit des mots, hein, encore une fois on se dit des mots doux, hein, à l'oreille. Il y a aussi les escaliers qui sont sortis, puisqu'après il y a Orton qui prend cette fois-ci l'avantage.
Ouais, parce qu'en fait, il y a eu une tentative déjà de Claymore très très tôt dans le match de la part d'Orton, de Drew, pardon. Mais il y a une esquive, Orton donne un coup de chaise sur le genou. Voilà, il capitalise derrière, cette fois-ci prend l'avantage. Donc il y a effectivement les escaliers d'acier qui sont disposés à la verticale. Orton qui projette Drew contre les escaliers, voilà, donc qui a été positionné. Donc là, cette fois-ci, c'est Orton avec son rythme, son fameux rythme ortonien, hein, qu'on lui connaît depuis tant d'années. Donc là, ça devient déjà un peu difficile, mais bon, ça reste, on va dire, une bonne brawl entre deux hommes qui veulent en découdre. Ça restait décent, on va dire, ce match. Voilà, Drew reprend le dessus avec un bon comeback, hein, à la babyface, quoi, comme on aime, et avec des droites, des belles finlandaises, hein, enfin des beaux belly to belly overhead suplex qui partent plusieurs fois, notamment même une sur une table qui était disposée déjà contre le grillage. Donc là, ça fait splosh. Il a écrasé la table. Donc là, c'était spectaculaire. Orton qui tentera quand même. Notamment son combo backbreaker, neckbreaker, dégage-moi un de Drew, comme il aime faire, hein, Drew, de se dégager à 1, hein, c'est très badass. Et il refera un peu plus tard le même coup, puisque il fera un low blow, Orton portera un low blow sur Drew, un gros coup de pied dans les burnes, et il enchaîne avec son dripping DDT, son DDT de la deuxième corde, et dégage-moi un, même là-dessus, dégage-moi un. Donc là, putain, on se dit, oh là là, la vache, ça va être dur de battre Drew. Donc Orton, là, tout à coup, il a une idée, il prend la pince, et il décide de couper le cadenas, la chaîne, et de sortir. Il s'en va, il prend la rampe, là, il s'éloigne, il s'en va, Drew, sort, hein, il va aller le rejoindre, et c'est donc là que démarre, on va dire, le second quart d'heure, qui m'a un peu tué, je dois le dire, puisque là, ça devient vraiment long et lent. Hein, là, j'ai eu du mal, puisque on revient dans le ring. Enfin, pas on revient dans le ring, mais Drew, faut se rapproche du ring, puisque Orton projette Drew contre le grillage. Là, il est KO, Drew. Là, Orton commence à regarder vers le haut. Là, on a tout de suite compris. Ok, allez, c'est parti. On va avoir le droit à la traditionnelle ascension du Mont Ventoux, avec avec un Orton qui prend extrêmement son temps. On sent qu'il est pas à l'aise. Mais il est pas à l'aise avec. Oh là là, mais il a le vertige, ça se voit. Il arrive enfin à mettre ses pieds dans les trous. Hein, parce qu'évidemment les trous sont déjà faits, je vous en parlais dans ma vidéo pronostic, c'est la même vanne qu'on fait chaque année pour les Hell in a Cell, hein, les trous qui sont déjà faits. Voilà, on les avait déjà il y a 2 ans, on les avait l'année dernière, hein, dans la nouvelle cage rouge, ils sont tout faits, hein, on n'y touche plus après. Hein. Voilà, ça aide à mieux mettre les pieds et mettre les mains, voilà. Donc il le fait, même malgré ses trous, il a quand même du mal, il prend son temps, il galère, il monte enfin tout en haut. Et puis finalement il va chercher, enfin il lui demande à Drew un peu de venir, il se rapproche, Drew là est un peu encore dans le coltard, et dit ok, tu veux qu'on aille finir ça là-haut, ok, bon Drew il prend son temps aussi, il se décide enfin à monter, voilà, et on se rejoint enfin sur le toit, alors, ça fait une belle vue, hein, un point de vue assez impressionnant, et puis là, from out of nowhere, Orton, qui vient récupérer une barre de fer qui était là sur le plafond, sur le toit, me demandez pas pourquoi, qu'est-ce que venait faire cette barre de fer sur le toit, ça n'a aucun sens. Bref, il la ramasse. Drew prend l'avantage, il marave Orton sur le grillage, et puis Drew là fait sa pause, là fait genre et il se prend un coup de barre de fer, et là Orton prend le dessus, et puis c'est déjà terminé le spot, enfin finalement le toit ça n'aura pas duré longtemps, tout ça pour ça, il n'y aura pas grand chose, Orton qui commence déjà à descendre, mais alors de peine et de misère, hein, parce que c'est quand même plus facile de monter que de descendre, hein. Parce que descendre, on voit rien, hein, c'est en bas, quoi. Donc t'as pas les prises, tu vois pas les trous comme quand tu montes. Hein. Forcément, c'est plus difficile. Surtout Orton qui est pas du tout à l'aise et ça se voit. Donc il attend Drew qui petit à petit le rejoint. Voilà, il y a une petite guerre traditionnelle, hein, en altitude, un petit coup de poing pour faire bonne mesure dans le dos là, pour se dire bon, faut quand même se donner des petits coups, hein, voilà, parce que sinon, si c'est juste un concours de qui va descendre le premier, ça n'a pas trop d'intérêt.
On descend un petit peu, des petits coups, la tête contre le grillage, et ça y est, enfin, Drew se décide à descendre, parce que je pensais que ça allait être un double spot, je pensais que les deux allaient tomber à la renverse sur la table des commentateurs, et en fait, ben non, c'est seulement Drew qui tombe à la renverse, un spot spectaculaire, il aura pu se faire très mal, le dos, il se fait très mal au dos, sur la table des commentateurs, donc qui, bien sûr, s'écroule, et donc là, Orton prend tout son temps pour descendre, il est content de ce qu'il a fait, là, on retrouve Drew, qui, je pense, le temps que Orton finisse de descendre, je pense que Drew s'est pris une petite capsule, là, une petite bille, hein, peut-être donnée d'ailleurs par les commentateurs en loose day, hein, donc il saigne de la bouche, et là il le ramène tranquillement, mais là Drew il est KO, il le fait faire le tour de la cage, hop, on y va tout doucement, on rentre dans la cage, enfin, et là il se prépare, hein, comme d'habitude, hein, on tape du poing sur le sol, sur le ring, allez on se prépare pour un RKO, sauf que esquive de Drew, hein, et backslide, on retrouve le finish de SummerSlam, hein, le bon vieux move de catch, le backslide, mais dégagement cette fois-ci, dégagement d'Orton, et Drew se projette dans les cordes, Claymore en pleine face, Claymore, mais Orton se roule à l'extérieur du coup. Hein, intelligemment, il part à l'extérieur, il est complètement KO, du coup Drew le ramène péniblement sur le ring, Orton a l'air de peser des tonnes, il le remet dans le ring, du coup Drew part de l'autre côté, hein, dans le coin opposé, hein, il nous la joue face au Edge, hein, allez, je me prépare, comme s'il se préparait pour un spear, mais bon là évidemment c'était pour un Claymore, sauf que il le fait en plein dans le vent, puisqu'il y a esquive d'Orton, il retombe durement sur le dos, et là, un RKO pas terrible, hein, un RKO pas terrible d'Orton, bon, voilà, bon ben là je me dis bon ça sera pas suffisant de toute façon, hein, c'est voilà, 1, ouais non mais ça va aller, hein, 2, oui bon bah allez, ça, il va se dégager, t'inquiète pas, 3, 3, victoire d'Orton, comme ça, vous vous foutez de ma gueule, 3, Orton champion, 14 times champ, 14 fois champion, comme ça, tout simplement, vous voulez ma mort, énorme sensation, donc Drew McIntyre qui perd ce match avec un pauvre RKO de merde, pas avec aucune arme, pas de chaise placée, pas d'escalier, rien, un pauvre petit RKO de rien du tout, alors qu'Orton venait de se prendre un énorme Claymore dans la face. En plus, il était KO il y a 2 secondes avant. Et Drew McIntyre, pendant 6 mois, pendant tout son règne, il nous a joué ce côté badass, je kick out à tout de 1 à 1. Même quand il a pris le titre face à Lesnar, hein, sur les F5, le F5 il arrivait même à se dégager à 1. Il était badass comme ça. Et là, pareil, même dans le match, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le combo backbreaker neckbreaker, il se dégage à 1. Sur le combo, on va dire, low blow, dripping DDT, il kick out à 1. Et là, un pauvre RKO de merde, il se dégage même pas. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, je suis dégoûté. Ça m'a dégoûté. Ça ne fait pas honneur. Ça ne rend pas honneur au règne de McIntyre qui était impeccable pendant 6 mois là, bientôt 7 même. Il a fait un job impeccable en tant que babyface. C'était badass, qui reculait devant rien. C'était irréprochable. Et il y a eu ce match de trop. Qui justement lui aurait permis de finir les choses proprement, puisque le problème de l'ambulance match de Clash of Champions, c'est qu'il a quand même été un petit peu aidé par moment par 4 vétérans, on va dire. Et donc le problème, c'est que Drew avait gagné, mais ça lui rendait pas tout à fait honneur. C'était ça le problème, parce qu'il y avait cette quadruple aide extérieure. Donc le Hell in a Cell match, au moins pas d'intervention extérieure, ça permettait de régler les choses une bonne fois pour toutes et de faire honneur justement à Drew et d'en finir. Eh ben non, on donne le titre à Orton. Je suis dégoûté. Alors certes, c'était une surprise, hein. Et je pense que c'est pour ça finalement qu'ils l'ont mis en mini-event, hein, parce que sinon en soi, ça n'aurait pas dû être le mini-event, hein, parce que c'était pas un match hyper bandant, c'était pas une grande intensité. En tout cas, le premier quart d'heure ça allait, comme je vous disais. Mais le second quart d'heure m'a tué. Hein, toute cette partie extérieure sur le toit qui a duré 1 heure. Et puis surtout ce finish, quoi.
Ce finish, il m'a manqué de l'épicness, il m'a manqué de la violence, il m'a manqué encore plus de sang, parce que là une petite capsule, parce que probablement il s'est fait saigner, un petit truc à la bouche, suite au bump, c'est pas suffisant. C'est un Hell in a Cell match, c'est un match où on se fout sur la gueule, véritablement. Et là, j'ai pas vu cette violence. J'ai pas vu ces marques sur les corps, ces stigmates. Et même à la fin, je suis désolé. Il y a un problème de selling, notamment de la part d'Orton. Orton qui était mort après Claymore. Il arrivait même pas, il avait du mal à le soulever, Drew. Il le met difficilement sur le ring, il le remonte difficilement. Il pesait une tonne, là. Et puis là, tout de suite, il se dégage, il évite le Claymore et un RKO. Non, arrêtons. Il sort du ring, il quitte le ring avec la ceinture, et là, il la lève tranquillement. Sans pratiquement vendre quoi que ce soit. Il était le frère, Orton. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir une fin de Hell in a Cell. Je veux voir les deux qui sont à moitié morts, quoi. C'était une guerre, montrer que c'est une guerre. Et c'est pas ça que j'ai vu. C'était pas épique à ce niveau-là. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et ce passage, cette escapade et cette escalade sur le toit, elle est arrivée comme ça pour rien, assez gratuitement. Ça n'avait pas de lien. C'était pas logique. Le gars, il a fui. Et puis il regarde le ciel. Mais comme s'il avait prémédité. Comme s'il savait d'avance qu'il y avait une barre de fer sur le toit. Mais à ce moment-là, ta barre de fer, elle aurait pu déjà être préparée, le mettre mise sous le ring. Tu vois, tu te serais pas fait chier à grimper la cage. En plus, on voit bien que t'es pas à l'aise pour grimper. Et tu te mets des bâtons dans les roues à te mettre ta barre de fer sur le toit. T'aurais pu la mettre sous le ring. Tu te serais jamais moins fait chier. Hein. Bref, enfin voilà. Ça arrive comme ça. Ça a pas de lien. Cette passage au-dessus du ring, là, sur le toit, je l'ai pas aimé, c'était gratuit, c'était juste pour le côté spectaculaire, et c'est tout quoi. Pour nous faire le traditionnel spot du haut du toit, là, dans les Hell in a Cell, quoi, mais qui servait pas à grand chose en soi. Franchement, j'avais pas besoin de voir ça finalement. Le premier quart d'heure, c'était correct, et vous m'auriez mis 3-4 dernières minutes, hein, on restait dans la cage, vous m'ajoutiez 3-4 dernières minutes pour conclure. Mais avec une victoire de Drew. Voilà, avec un truc un peu spectaculaire. Il peut faire un Claymore, je sais pas, un Claymore avec une chaise dans la gueule, un truc un petit retournement de situation. Mais voilà, un truc, voilà, 1, 2, 3, allez, c'est bon, on passe à la suite. Et non, on redonne la ceinture donc à Orton, probablement pour le remercier, hein, parce que oui, certes, il a fait un très bon boulot en tant que heel, il a fait revivre le Legend Killer. D'ailleurs, Legend Killer, alors j'espère que je pense pas que ce soit lié, mais c'est vrai que juste après le show, il y avait un premier documentaire, d'une longue série de documentaires qu'il va y avoir sur Taker, et là, comme par hasard, le numéro 1 qui sortait là, c'était le Phenom contre le Legend Killer, donc j'espère que ça n'a pas de lien, mais je pense pas. Mais c'est quand même vrai que c'était bizarre de voir effectivement Orton qui lève la ceinture et puis en bas next Phenom contre Undertaker, hein, le reportage qui arrive juste après. Ouais, bon. Maintenant, oui, il y a le coup traditionnel du quand on insiste comme ça dans une feud qu'on fait 3 matchs, 4 matchs, etc., c'est qu'à un moment donné ils vont finir par lui donner le titre, quoi. C'est vrai que c'était le raisonnement qu'on pouvait faire, mais j'ai fait le même raisonnement pour les Andrade Garza. Hein. Andrade Garza, je disais, à force de leur donner des matchs de championnat contre les Street Profits, c'est que dans leur tête ils vont leur donner les titres. Ben ils l'ont même pas fait. Voilà, même dans mon intime conviction, je pense qu'il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu la blessure de Garza. Bon, on le saura jamais. Et puis bon, évidemment, la draft, on voit finalement qu'ils les ont splittés, donc si ça se trouve, ils n'auraient pas gagné. Mais c'est vrai qu'à force d'insister, on pouvait se dire, bon, ils vont peut-être effectivement donner le titre à Orton. Mais sur le principe, ça me fait chier. Ça me fait chier. Je sais pas si c'est pour faire ressortir la vieille rumeur hein, qui disait qu'on attend le retour d'Edge pour avoir un Edge Orton pour le titre. Mais bon, il reviendra pas avant 2021, hein, Edge hein, de toute façon, au Rumble ou voire après. Mais putain, j'ai pas envie de voir un match numéro 3 entre Edge et Orton pour le titre VVE en 2021. Excusez-moi, mais non, quoi. Excusez-moi, mais non. J'en peux plus, quoi. Ok, c'est toujours le vieux trip, là, le vieux délire de Vince, là, avec ses légendes. J'en peux plus, quoi. Arrêtons, on est en 2021. Drew a fait un super boulot.
Super boulot. Alors je sais pas, si ça se trouve, il va nous troller, il va déjà nous reprendre le titre, il va y avoir un rematch ce soir à Raw. J'en doute franchement. Si ça se trouve, le but ce sera juste de lui faire perdre le titre pour que il devienne comme je disais pour Bayley, qu'il devienne le team captain de Raw au Survivor Series, hein, juste pour ça. Et puis qu'Orton il fasse. Non mais je vois pas Orton contre Reigns, peut-être contre Balor, au Survivor Series. C'est pas terrible franchement. Parce que le Drew Reigns, on le sentait venir. Ça aurait été très bien le Drew contre Reigns. Il contre Face. Et même en ajoutant Balor, ça aurait été très bien. Bah non, on va pas l'avoir. Sauf surprise, hein, sauf récupération du titre par Drew, mais je pense pas, je vois pas l'intérêt. Voilà. Juste à part grossir son palmarès, lui donner un 14e titre, si c'est juste pour ça, je pense pas. Je pense que Orton va le garder un certain temps. Donc, est-ce que c'est pour que Edge gagne le Rumble? Arrêtez vos conneries, quoi. Arrêtez vos conneries. Alors, ce sera peut-être Drew, pour qu'il ait sa revanche. C'est encore le but, hein, pour que Drew récupère le titre et enfin sa consécration devant du public à WrestleMania. C'est quelque chose que je vous avais dit il y a longtemps, il y a plusieurs mois, cette théorie. C'était ça l'idée. Mais le problème c'est qu'on a, à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude pour l'avenir. On sait pas du tout s'il y aura du public en 2021. Hein. C'est très mal barré. Hein. La situation américaine, elle est catastrophique. Hein. Chez nous, il y a déjà de quoi se plaindre, mais alors chez eux, bordel de merde quoi. C'est l'horreur. Donc WrestleMania avec du public, moi franchement j'y crois pas des masses. Hein. Donc si c'est pour ça, avoir que Drew et récupère le titre avec du public, je crois pas que ça va arriver hein, malheureusement. Hein. Et puis ils vont pas le refaire contre Orton. On va pas refaire un match numéro 4. Arrêtez vos conneries. Non, je suis désolé, ce match m'a tué. Alors je lui ai mis une note qui est correcte au final, hein, comme vous pouvez le voir, 3 étoiles. C'est quand même une note qui est correcte, mais qui salue surtout le premier quart d'heure, qui était, on va dire, qui était très décent. Mais ce deuxième quart d'heure m'a achevé, et puis surtout le résultat, et qui tombe à plat, en plus. Ça manquait d'épicness, ça manquait de violence, ça manquait de quelque chose. Et c'est pas comme ça. Pour battre un Drew McIntyre, hein, badass comme il a été, qui dégageait à 1 de tout, il fallait bien plus qu'un simple petit RKO sur le tapis du ring, quoi. Il fallait bien plus que ça. Il n'y a pas eu d'armes là. Il n'y a rien eu. Et le gars venait de se prendre un Claymore dans la gueule en plus. C'est pas possible. Je n'ai pas aimé ce finish. Je suis dégoûté. C'est un coup de couteau dans le dos. Un coup de couteau dans le dos et dans le ventre quoi. Et là j'ai fini vraiment complètement recroquevillé. J'étais pas bien. Et voilà quoi. J'étais pas bien. 3 heures du matin là. J'étais dans les vapes. Je suis dégoûté, je me suis endormi avec vraiment de la rage en moi. Et c'est pour ça que, voilà, on va passer maintenant au bilan. Donc au bilan de ce show. Ben, Hell in a Cell, SEL quoi. Alors oui, la vanne elle est facile, mais comme je vous le disais, comme je l'avais écrit sur ma vignette, Hell in a Cell, SEL. Oui, parce qu'il y a du sel dans ce pay-per-view. Franchement, il y avait évidemment les 3 Hell in a Cell match qui étaient les 3 moments importants du show, et ils ont rajouté donc un match, ce qui fait qu'on a eu 4 matchs, 3 matchs simples dans le show principal, et un match simple dans le kick-off. Mais ces 4 matchs simples, ils étaient vraiment weeklyesques, OSEF au possible, aucun intérêt, des matchs courts, où il n'y avait pas beaucoup de in-ring, j'aurais pu voir exactement la même chose à Raw, quoi, ou à SmackDown. Il y avait rien de spécial quoi. Il y avait pas de catch et c'était quand même déjà 4 matchs sur 7 au total dans la soirée. Hein. Donc plus de la moitié. Donc déjà ces 4 matchs au global, il y avait pas grand-chose. Certes, il y a le choc de Tucker. Voilà, au moins ils ont créé leur moment. OK. Le DQ, c'était de la merde, le DQ de Dardy. Slapjack, allez, on continue dans la merde avec Retribution, je parle voilà. Gulak Truth. Voilà, ça pas besoin d'en dire plus. Et si on se concentre sur les 3 Hell in a Cell match, il y en a un qui est très bien, c'est le match féminin bien sûr, match de la soirée, là il n'y a pas de problème. Il y en a un qui est plutôt pas mal, c'est bien sûr le Jay contre Reigns, qui nous est très bien raconté, avec de l'émotion, encore avec des longueurs malheureusement, mais peu de catch, match particulier on va dire, hein, qui est complètement différent des 2 autres, mais une belle partition on va dire, belle partition générale, mais il y a
troisième match, parce que là je vais dans l'ordre de préférence de mes matchs en cage. D'abord les filles, après Jay Reigns et troisième Drew Orton, qui malheureusement pour moi n'aurait pas dû être le main event. Alors je sais qu'ils l'ont fait parce que c'était sûrement pour pour montrer que voilà il y avait un changement de titre. Au moins il n'y a pas eu d'overbooking. Il n'y a pas eu de retribution et d'art business ou même du Fiend d'ailleurs, qui a brillé par son absence. Il faut le noter. Ils ont fait ça simplement, heureusement d'ailleurs. C'est déjà ça. Mais ce match, voilà, première partie ça allait, mais la deuxième partie m'a tué. Voilà, je l'ai déjà dit. C'était le moins bon Hell in a Cell match des trois. Et malheureusement, souvent les pay-per-view, la fin, la sortie de scène, j'ai envie de dire, elle compte. Et savoir réussir sa sortie de scène, c'est important aussi dans l'évaluation d'un show. Et cette sortie de scène, elle m'a tué. Et quand on finit comme ça, avec cette déception, ce choc de la perte du titre de Drew, par Drew, franchement, j'ai fini chafouin. Vraiment vexé même, chafouin, perturbé. Employez tous les adjectifs que vous voudrez, mais j'étais pas bien. Et du coup, oui, ce Hell in a Cell, il était pas terrible. Donc c'était assez, du coup, assez hétérogène, on va dire, dans les différents Hell in a Cell matchs qu'on a pu voir dans cette soirée et les autres matchs qui étaient aux F. Donc au final, je ne ressors pas avec la majorité des matchs qui étaient bons. Donc, je suis désolé, moi je raisonne comme ça. Je n'ai pas vu la majorité des matchs qui étaient bons. J'en ai vu, allez, 2,5. 2,5. Les filles. Je mets 1 point pour les filles. Je mets 3/4 de point pour le Jay Reigns. Je mets 1,5 pour le Orton contre Drew. Voilà, ça fait du 2,25. Et voilà, et le reste, comme c'était Osef, voilà, 2,5. Je mets 2,25, 2,5, pas plus. Voilà, là je l'ai mis sur mon visuel, j'ai mis 2,25. Voilà, je mettrai pas plus. Si je mets la moyenne, ça serait trop généreux. Parce que si je mets la moyenne, ça voudrait dire que j'ai aimé la moitié des matchs. Mais c'est faux. J'ai pas aimé la moitié des matchs. J'en ai aimé moins de la moitié. Donc oui, je reste sur ce 2,5 que je vous voyais à l'écran. Voilà, pour un show qui sera au final pas terrible, assez finalement quelconque, dans la lignée de Clash of Champions. Encore un pay-per-view qui va rester dans le fond du classement des pay-per-view de 2020. Il restera pas dans mes pay-per-view préférés, je suis désolé. Ça va être en bas de classement. Je l'ai pas trouvé terrible. Il y en a sûrement qui ont dû l'adorer, je crois qu'il y en a qui ont aimé, parce que bon, il y en a qui ont sûrement aimé les matchs en cage, mais qui ont aimé les 3 matchs peut-être, et qui ont aimé peut-être la violence qu'il y a eu, je sais pas, voilà, qui ont été contents du heel turn de Tucker. Et qui ont peut-être aimé d'autres matchs, peut-être qu'ils ont aimé Hardy, ils ont peut-être aimé Bobby Lashley qui enterre encore Retribution, j'en sais rien, Ils ont peut-être aimé, mais tant mieux pour vous si vous avez aimé, Voilà. Mais pour moi, ça vaut pas plus que 2,25. Voilà, c'est mon avis personnel, comme d'habitude, pour un show que je vais vite oublier, tout simplement. Voilà, on verra bien ce qui va se passer ce soir à Raw et à SmackDown. Voilà, et puis on va construire Survivor Series. Avec NXT ou pas. Je dirais que oui, visiblement, avec le code couleur jaune qui s'est ajouté au bleu et rouge dans le logo, comme l'année dernière. Donc ça a l'air plutôt bien parti pour intégrer NXT. Mais on en reparlera, parce que ça va être aussi très très lourd à previewer et à reviewer. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la review complète, très très détaillée, 1h22, je suis désolé, j'arrive pas à faire concis, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire à nouveau, pour ce Hell in a Cell 2020. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie aussi, parce que vous avez été quand même relativement nombreux, on est quand même pas loin des 100 à avoir regardé, vous êtes pas loin de 100 à avoir regardé ma vidéo de pronostic, preview de Hell in a Cell. Je suis content quand je fais des bons pronostics, parce que c'est vrai que les filles, j'ai été particulièrement clairvoyant là-dessus, même pour les matchs potentiels. J'aurais bien aimé voir Murphy et Rollins, qui était un bon match qu'ils ont fait à SmackDown d'ailleurs, et qui n'ont pas intégré. Ça aurait pu être un très bon match. J'aurais mis largement à la place du Elias Hardy par exemple. Franchement, j'aurais mis, vous auriez mis Rollins Murphy. Là, je serais arrivé à 2,5, 2,75 déjà. Facile. Ça aurait bien rehaussé le niveau et la note globale du pay-per-view. Bref, c'est pas grave. Et voilà, bon, il n'y a pas eu d'autres matchs féminins.
Il n'y a pas eu le match tag team, mais ça je m'en doutais, parce qu'effectivement les Street Profits étaient invités à Watch Along, hein, Sami Zayn aussi, donc ça j'avais compris que on verrait pas de match intercontinental, on verrait pas de match de championnat par équipe de SmackDown, ça je m'en étais douté. Voilà, donc je remercie tout le monde, toujours mes salutations distinguées à Jay Maxence, à Papy Catch avec qui j'ai discuté sur Discord pour faire les réactions live sur le pay-per-view, mes amis Enzo et Cody des revues du catch, et à tous ceux qui me suivent sur Twitter, voilà, et avec qui on échange de temps à autre, hein, je remercie tout le monde, ceux qui commentent aussi parfois mes vidéos. Il y en a un qui m'a fait un très joli commentaire sur ce que j'ai fait, sur mon travail, je le remercie, je crois qu'il s'appelle Owens, hein, désolé je me rappelle pas du nom complet, et qui avait noté aussi ma clairvoyance sur le bank statement, avec la chaise, qui effectivement est arrivé à SmackDown, mais ils l'ont quand même fait à Hell in a Cell, et ça j'en étais très heureux. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ça parlera de Survivor Series, on se retrouve donc très bientôt, passez une bonne semaine, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao tous.